Bien bonjour, on va introduire dans ce cours, qui est le cours Induction 2, une nouvelle notion qui est la notion sur les actions de Laplace, donc tout ce qui concerne la mécanique des conducteurs placés dans un champ magnétique. On verra que ça aura une grande importance en induction notamment. Alors, je vais vous montrer comment on détermine les actions de Laplace, comment on détermine leur sens, et après on verra quelques conséquences dans des géométries simples. Et on s'en servira un petit peu plus dans le chapitre suivant. D'abord, on va commencer par les actions mécaniques dues au champ magnétique, donc introduire en fait les actions de Laplace. Pour ça, on va considérer une expérience assez simple, c'est l'expérience des rails de Laplace. Donc voilà l'expérience. Les rails de Laplace, c'est en réalité deux rails conducteurs qui sont placés dans un champ magnétique, qu'on va supposer ici uniforme pour simplifier, et un rail qui est mobile, donc qui peut se déplacer, une tige en fait, une tige conductrice, qui peut se déplacer sur les rails uniquement dans cette direction. Alors cette direction, mais elle peut aller dans les deux sens, voilà. En fait, elle peut rouler, mais on va dire pour simplifier qu'elle peut glisser uniquement. Et puis on alimente ces deux rails en fait avec une différence de potentiel, donc autrement dit, ça fait un circuit électrique conducteur fermé ici, avec cette tige-là qui est mobile, mais le circuit est quand même fermé. Si on prend un E positif, ça va faire une intensité dans ce sens-là. Et si on met en plus un champ magnétique, par exemple créé par un aimant ou par une bobine, on va voir que lorsque le courant parcourt le circuit, la barre va se mettre en mouvement si elle était initialement immobile. Donc elle est soumise à une force, qui est une force qu'on appelle la force de Laplace. Et en fait, on va pouvoir identifier les caractéristiques de cette force après. Les caractéristiques de base, c'est un conducteur parcouru par un courant et placé dans un champ magnétique est soumis à une force qu'on appelle la force de Laplace. Je vous propose de regarder deux vidéos ici, que vous avez les liens ensuite sur le document PDF. Donc la vidéo du phénomène, voilà, où on voit en fait ce montage-là. Alors le champ n'est pas vraiment uniforme puisqu'il est créé par des aimants, mais c'est quand même intéressant. Et puis une explication physique avec la force de Lorentz. Si maintenant on inverse le sens du courant, alors en fait ça revient à prendre une tension dans l'autre sens, d'ailleurs ça se voit très bien sur la vidéo, la barre va dans l'autre sens, donc ce qui change c'est le sens du courant, si B ne varie pas. Par contre si on inverse le sens de B, on a encore une inversion dans le sens de déplacement de la barre, plutôt la force à laquelle elle est soumise. Alors, ce qu'il faut retenir de cette expérience, bon, l'expérience est finalement assez simple, surtout avec la vidéo, mais ce qu'il faut retenir, c'est ceci, ce paragraphe-là. Un conducteur rectiligne, de longueur qu'on va noter L, parcouru par un courant d'intensité I et placé dans le champ magnétique B, uniforme, est soumis à la force de Laplace. Et cette force a pour expression I, L vectoriel B, où L et B sont deux vecteurs. Avec I, donc l'intensité du courant dans le conducteur, et puis le vecteur L, ici c'est un vecteur qui a pour norme la longueur du conducteur, donc ça a pour dimension une longueur, ça a la même direction que celle du conducteur, et le sens, c'est le sens choisi pour définir l'intensité dans le conducteur. Autrement dit, si vous avez placé I comme ça, avec une flèche courant comme ça, eh bien le IDL va être orienté de cette extrémité à cette extrémité de la barre, le IL. Voilà, ce vecteur-là, il sera du bas vers le haut ici. Voilà. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien on va pouvoir comme ça dire que tout conducteur parcouru par un courant dans un champ magnétique est soumis à une force de Laplace. Alors ça, c'est pour un conducteur rectiligne, j'insiste un peu. Voilà. Et pour un B uniforme, parce que sinon ça va changer un petit peu. Mais c'est vraiment le cadre du programme, un simplificateur, mais ça permettra déjà de faire beaucoup de choses. Je vous propose, pour voir si vous avez bien compris, de vous intéresser aux trois petits exemples qui sont là. Alors c'est moins détaillé ici, mais on va supposer qu'on a fait le montage avec les deux rails de Laplace, ici et là, et c'est parcouru par une intensité de 2 ampères. Alors ici c'est pas fermé, mais c'est simplement que on n'a pas détaillé ce qui crée le courant, mais il y a sans doute un générateur à l'extrémité. Voilà, donc essayez dans ces trois cas-là de répondre à la question, à savoir la norme, la direction et le sens de la force de Laplace.
sachant que le champ B a pour norme 100, 100 millitesla. Voilà, donc pour voir si vous avez bien compris la définition, vous pouvez refaire ça, et puis ensuite, lundi prochain, je vous donnerai la réponse, et vous pourrez comparer avec ce que vous avez trouvé. Il y a une généralisation de la force de Laplace, hein, le résultat précédent. C'est que si maintenant on considère un cas quelconque avec un conducteur filiforme, mais pas forcément rectiligne, et placé dans un champ magnétique qui peut avoir n'importe quelle structure, c'est-à-dire pas forcément uniforme. Là, j'ai représenté trois champs magnétiques à trois endroits différents, mais il faut voir qu'il y aurait a priori des vecteurs champs magnétiques partout, hein, c'est un champ, donc voilà. Eh bien, on peut quand même définir la force, la résultante des forces auxquelles est soumis ce conducteur. On va simplement dire que chaque segment qui est de longueur dl, ici dl, est soumis à une force élémentaire, df, qui aura pour expression idl vectoriel b. Alors I, c'est l'intensité du courant dans le conducteur, c'est toujours la même puisque le conducteur est filiforme, donc il n'y a pas de perte d'intensité. dl, c'est le petit vecteur qu'on a mis là, avec dl dans le sens de I, hein, dans le même sens que ce qui a servi à définir l'intensité. Et puis vectoriel B, où B est le champ magnétique local. Alors il n'est pas représenté, mais ce serait ici par exemple. Et puis après, on somme tout ça pour avoir la force totale. Donc la résultante des forces de Laplace, c'est la somme sur tout le conducteur, de début jusqu'à la fin, sur la portion qui nous intéresse, de IDL vectoriel B. Et voilà la force de Laplace à laquelle est soumis un conducteur dans un champ magnétique. Un cas particulier assez intéressant est si le conducteur a une structure géométrique qui est la structure d'une spire. Alors on va introduire ça sur une spire qui est une spire rectangulaire parce que c'est plus simple et puis c'est ce que demande le programme. Mais ensuite on va généraliser en fait à n'importe quel dipôle magnétique parce qu'on verra que la petite spire peut être modélisée comme un dipôle magnétique. Donc commençons par la spire rectangulaire. Je vous présente la situation à laquelle on s'intéresse, c'est une situation assez simple. Vous avez une spire rectangulaire, le grand côté ici a pour longueur A, et le petit ou le côté horizontal B. Donc A est vertical, B est horizontal. L'ensemble peut tourner selon l'axe médian ici, qui coupe la spire en deux, qui est l'axe dirigé par le vecteur EZ. Le champ magnétique, on le suppose uniforme, il est partout sur la spire, c'est le même, hein, c'est B égale BEX, et le vecteur EX étant horizontal et de la gauche vers la droite. Vu de dessus, on va pouvoir définir un angle, hein, l'angle que fait la spire avec cet axe-là, l'axe OY, et cet angle c'est θ. Donc vous voyez, là c'est une représentation en 3 dimensions, avec θ qui est bien l'angle entre EY et la spire. Vu de dessus, ça donne ça. On définit aussi l'intensité dans la spire. Alors évidemment, là, il n'y a pas de générateur, mais il faut imaginer que, par exemple, voilà, il y a deux petits fils ici, c'est pas rigoureusement fermé, et puis il y a un générateur qui alimente ça avec le courant qui rentre par là, puis qui ressort par là. D'accord? Voilà. Et puis on verra que même s'il n'y a pas de générateur, il peut quand même y avoir un courant dedans par induction, mais on verra ça au prochain chapitre. En tout cas, voilà, il y a une spire parcourue par un courant, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Là, il va vers le bas, hein, donc on le met comme ça, et ici, il va vers le haut, ou plutôt il est orienté vers le haut, et donc on le met comme ça. Alors, en titre d'introduction, je vais vous demander un petit exercice. Étant donné cette situation-là, c'est de représenter qualitativement les forces de Laplace qui sont subies par les branches de longueur A. Donc celle-ci, hein. Comment est la force de Laplace qualitativement? Qu'est-ce qu'on peut dire sur sa direction en particulier, sur son sens, sur cette partie-là et cette partie-là? Il faut le représenter sur le schéma vu de dessus, sinon on ne comprend rien. Et puis, vous réfléchirez aussi à qu'est-ce qu'on peut dire de la direction des forces de Laplace subies par les branches de longueur B, autrement dit les branches horizontales. Et est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ces deux forces-là? Voilà, c'est-à-dire essayer vraiment de faire un catalogue de toutes les propriétés des forces de Laplace s'appliquant sur chacun des côtés de la spire. Alors voilà, essayez de réfléchir à ceci, et puis je ne vais pas faire la correction tout de suite, mais on verra la réponse un peu plus loin dans la vidéo, mais vraiment réfléchissez-y maintenant, parce que ça va nous servir après. Je reviendrai là-dessus. S'il y a encore des questions lundi prochain, n'hésitez pas à les noter pour vous en souvenir. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans la situation du dessus, c'est que quand on fait l'étude sur les forces de Laplace, on va voir, après calcul,
que la force de la place sera soumise à, la spire sera soumise à des forces de la place qui vont en fait former un couple de forces si on s'intéresse aux forces, au moment, pardon, sur l'axe de rotation de la spire. Qu'est-ce qu'on peut dire précisément? La première chose, c'est ça. Les deux côtés de longueur B, donc les côtés au-dessus, vous voyez les côtés horizontaux ici, sont soumis à des forces de la place, voilà, mais ces forces sont verticales, en fait. Et en plus, on verra, elles ont exactement la même norme, elles se compensent, en fait, et surtout, elles sont verticales. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que, vu que la spire est libre de tourner en rotation, ce qui va nous intéresser, c'est le moment des forces sur l'axe de rotation. Et deux forces verticales, que je peux représenter rapidement ici, vous voyez, hein, une force et une force. Alors peut-être que c'est dans l'autre sens, en fait. Je ne sais plus si ça part là vers le haut et là vers le bas. Mais c'est pas bien grave, on va revoir ça. En tout cas, ce qui compte, c'est qu'elles sont verticales. Et si elles sont verticales, eh bien, elles ne vont pas créer de moment sur l'axe de la spire. Voilà, donc on va commencer par noter ça. Et ensuite, les deux côtés de longueur A sont soumis à des forces qui, en fait, qui se compensent, c'est-à-dire qui forment un couple. Quand on les représente, vous avez dû, normalement, en réfléchissant, trouver des choses comme ça, hein, des forces qui étaient, en fait, selon une direction qui était la même que Y, ici. En supposant I positif, on a une force F1 qui est comme ça et une force F2 qui est comme ça. Alors ça fait deux forces dont la résultante est nulle, mais dont le moment sur l'axe n'est pas nul, puisqu'on sent bien que ces deux forces créent un couple qui va avoir tendance à faire en fait ici diminuer θ pour se rapprocher de θ égale à 0. Alors on va montrer ça qualitativement en calculant précisément le couple des actions auxquelles est soumise cette spire, parcourue par un courant. On va déjà recalculer ce qui concerne F1, donc cette force-là. C'est IDL vectoriel B sur, évidemment, uniquement le côté de la spire qui est vertical et parcouru par I dans ce sens-là. Donc ça fait IDL vectoriel B. Alors DL, on fait bien attention, hein, le DL ici, c'est moins AEZ, enfin une fois qu'on intègre évidemment, hein, c'est moins AEZ. Pourquoi? Parce que si on remonte, on voit que I est orienté ici sur cette branche du haut vers le bas. Donc en fait le vecteur DL c'est A, la longueur, fois moins EZ, parce que il faut que le vecteur L ici soit dans le même sens que I. Voilà, donc ça justifie ce moins AEZ, hein, il faut faire très attention aux signes, sinon on raconte des bêtises. Voilà, vectoriel B, EX, bon B c'est BEX, ça il n'y a pas de problème, et puis à la fin on fait le produit vectoriel EZ vectoriel EX, ce qui donne plus EY, et on trouve moins A, IB, EY. Alors on voit bien que si A, B et I sont positifs, eh bien on a une force qui est selon moins EY, c'est cohérent avec le schéma. Pour F2, c'est pas la peine de refaire tout le calcul, puisque en fait il n'y a qu'une chose qui change hein, pour F2, c'est le sens de I. Donc en fait, c'est exactement le même calcul qu'au-dessus, à part qu'on a plus AEZ ici, donc on a finalement une force opposée. C'est normal. Maintenant, on va s'intéresser au moment des actions créées par les forces de la place sur l'axe de rotation. Alors, il y a évidemment plusieurs manières de faire ça. Soit on revient à la définition du moment créé par une force en un point, puis après on projette sur l'axe. Voilà, j'ai proposé de faire autre chose pour faire une petite révision, c'est d'appliquer en fait la méthode du bras de levier. Alors qu'est-ce que c'est le bras de levier? Je l'ai représenté sur le schéma, hein, je vous rappelle comment on fait. Lorsqu'on s'intéresse au moment des forces sur un axe qui a un point ici, eh bien on trace la droite d'action de la force, donc ici en pointillé, et puis on s'intéresse au projeté orthogonal du point sur la droite d'action de la force. Voilà. Donc là, ici, on a le projeté orthogonal du point de l'axe sur la droite d'action, et le bras de levier, c'est par définition cette distance-là. Donc là, c'est D. Le bras de levier, le moment, il s'écrit simplement le bras de levier fois la norme de la force, au signe près. Puis après, pour le signe, il faut regarder si c'est positif ou négatif lorsqu'on les projette sur l'axe EZ, hein, qui est ici vers le haut. Donc là, je ne l'ai pas mis, mais c'est EZ comme ça. Alors ici, par exemple, vous utilisez la main droite, hein, puis vous allez voir que finalement F1 crée un moment qui est négatif sur l'axe, c'est-à-dire selon moins EZ. Voilà. Et donc on a ceci qui est
pardon, enfin, je ne l'ai pas dit, hein, mais le bras de levier, c'est B sur 2 fois sinus θ. Ici, cette distance-là, il suffit de remarquer qu'ici, on a θ aussi, hein, puis là, là, vous avez la distance B sur 2, puis après, vous projetez, puis vous avez donc ceci. Voilà, et puis après, pour le bras de levier, ben, il suffit simplement de se rappeler que le moment, c'est plus ou moins le bras de levier, donc ici D, fois la norme de la force. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait, puis après le signe moins, je viens de le justifier. La force 2, en fait, elle a aussi un moment selon moins EZ, c'est-à-dire elle a un moment dans le même sens. C'est normal, hein, si elle avait le même moment en valeur absolue mais opposé, il n'y aurait pas de couple sur l'axe, donc ce serait pas logique. Voilà, donc on trouve exactement la même chose. Il suffit de les ajouter, puis donc quand on les ajoute, on a finalement le moment de ces deux forces, F1 et F2, sur l'axe de rotation de la spire. Donc on voit qu'il n'est pas nul. Et surtout, on va pouvoir l'exprimer en fonction du moment magnétique de la spire. Parce qu'il apparaît ceci, hein, ABI. Et ABI, quand on regarde bien, en fait, c'est I fois S. Et I fois S, c'est en fait le moment magnétique de la spire. Puisque je rappelle que, enfin, au moins c'est sa norme, le moment magnétique d'une spire, c'est IS, où S est la surface intérieure à la spire et I le courant qui parcourt la spire. Et puis, il y a aussi le vecteur normal qui permet de définir le vecteur moment magnétique. Ça, c'est dans le chapitre précédent. Bon, en tout cas, c'est à savoir cette définition, donc vous pourrez revoir le chapitre précédent si vous avez besoin d'un petit rappel là-dessus. Et alors là, il y a une astuce qui n'est pas facile pour terminer la démonstration, mais on le sait parce que la formule à la fin est simple, hein. C'est simplement de calculer M vectoriel B, où M est le moment magnétique de la spire et B le champ magnétique. Si on fait M vectoriel B, on a M, c'est ça, donc ABI, la norme du moment, fois le vecteur normal qui permet de définir le vecteur. Donc ici, si on regarde bien le vecteur normal, il est là, hein. Hop, voilà, je ne l'ai pas mis sur le dessin, mais il est là, avec l'angle θ qui est ici. Donc quand on projette ce vecteur normal sur EX et sur EY, on trouve finalement cosinus θ EX plus sinus θ EY. Voilà. Puis on fait vectoriel BEX, bon, on fait grâce du produit vectoriel, EX vectoriel EX, ça s'annule, et puis on trouve ceci. Voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien on trouve exactement le moment qu'on avait calculé au-dessus. Finalement, on a montré que l'expression du moment des actions de Laplace ressentie par la spire prend l'expression très simple M vectoriel B, où M est le moment magnétique de la spire et B le champ magnétique. Alors cette formule, on pourrait se demander si c'est un cas particulier lié à la forme particulièrement simple ici, puisque rectangulaire, de la spire qui est parcourue par un courant. Alors en fait non, c'est généralisable, et cette généralisation, c'est ça qu'il faut retenir, c'est dans le cadre. Un moment magnétique quelconque, que ce soit une spire ou un aimant, donc tout ce qui est modélisable par un moment magnétique, une spire ou n'importe quel circuit qui est modélisable par un moment, placé dans un champ B, uniforme et constant, et, et soumis au couple résultant, qui a pour expression gamma, le couple qui s'applique sur le moment magnétique, est égal à la valeur du moment magnétique, vectoriel B, le champ magnétique, qui s'applique sur le dipôle. Alors il y a une conséquence immédiate qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque M et B sont collinéaires, eh bien le couple ressenti par le dipôle est nul. Notamment, vous voyez ici, si le dipôle nord-sud est aligné avec les lignes de champ magnétique, on a un couple nul le long autour de l'axe du dipôle. Et puis pareil, ici, le couple ressenti par le dipôle va être nul dans cette situation-là. Et à l'inverse, si en fait on a le moment magnétique et le champ qui sont initialement orthogonaux, alors ça veut dire que ce vecteur-là, M vectoriel B, a la norme la plus grande possible, et donc on aura un couple maximal. Alors un couple maximal dont le sens évidemment va dépendre du signe du produit vectoriel, bien entendu. Et alors vous pouvez utiliser la règle des trois doigts de la main droite pour vérifier. Vous avez le moment comme ça, le champ comme ça va faire un couple de Laplace qui va être ici vers la feuille, donc une rotation qui va avoir tendance à se faire dans ce sens-là.
Et à l'inverse, si le moment est comme ça, on aura une rotation qui va avoir tendance à se faire dans ce sens-là. Intuitivement, il y a un résultat qu'on peut remarquer ici, c'est que vous voyez que si le moment a le nord vers le haut, le sud vers le bas, le nord va avoir tendance à basculer par ici. Et donc cette situation-là, finalement, c'est une situation plus stable que celle-ci, hein, puisque dans les deux cas, le nord va avoir tendance ici à se retrouver plutôt euh, à, à droite et le sud à gauche. Donc dans cette situation-là et pas dans celle-ci. Voilà. Et on va confirmer ça juste après avec ce qu'on appelle l'énergie potentielle d'un dipôle dans un champ magnétique. On va admettre un résultat. On pourrait le démontrer sur un cas très particulier, mais bon, comme c'est un petit peu technique, on va l'admettre dans ce cours. Un dipôle magnétique, M, placé en un point où règne un champ magnétique B uniforme, autrement dit le cas du dessus, hein, possède une énergie potentielle qui est donnée par EP égale moins M scalaire B. Alors attention, c'est bien un scalaire ici, hein, c'est normal puisque l'énergie potentielle c'est un scalaire, c'est pas un vecteur, c'est un nombre. Voilà, et donc ça fait moins M scalaire B. Alors de cette formule-là, particulièrement simple, on peut tirer une conséquence qu'il faut bien comprendre. C'est que si le moment magnétique et le champ magnétique sont localement alignés, et qui sont de même sens, alors ce produit scalaire-là est un nombre positif, puisque M et B sont de même sens, et avec le moins, ça fera donc une énergie potentielle négative et minimum. Alors une énergie potentielle minimum, dans une situation physique donnée, eh bien ça fait penser à une position d'équilibre stable. Et on va retenir, hein, lorsque le dipôle est aligné et dans le même sens que le champ B, alors ce dipôle occupe une position d'équilibre stable. Voilà, c'est ce qui se produit en fait ici. Et dans le cas de la spire, ça correspondrait par exemple, si j'ai une petite, voilà, une petite place ici, à un champ I qui est comme ça, I, donc la spire qui est comme ça vue de dessus, et puis un moment magnétique qui est donc comme ça, hein, avec la normale à la spire comme ceci, et un vecteur champ magnétique qui est comme ça. Voilà, ça c'est la position d'équilibre stable de la spire. Et pour l'aimant, bah, évidemment, c'est lorsque l'aimant, le pôle nord-sud ou l'axe nord-sud est aligné avec le champ magnétique. Et à l'inverse, si le moment magnétique et le champ magnétique sont localement alignés mais de sens opposé, eh bien l'énergie potentielle est maximum, ça fait une position d'équilibre instable. Mais une position d'équilibre quand même, hein, parce que vous avez vu que gamma est égal à 0 ici. Voilà, donc si on récapitule ça sur les petits schémas, avec des lignes de champ qui sont pas forcément parfaitement parallèles, là ce qui nous intéresse c'est vraiment le champ local, hein. Vous imaginez que le dipôle est petit devant les échelles de variation typiques du champ magnétique, eh bien ça va s'aligner avec le champ, donc avec les lignes de champ localement. Position d'équilibre stable et instable ici. Donc on va retenir, hein, ce que j'ai détaillé au-dessus, un dipôle magnétique, que ce soit un aimant ou une spire, aura toujours tendance à s'aligner avec les lignes de champ magnétique locales si le champ magnétique est uniforme à l'échelle du dipôle. De plus, l'alignement est stable si le vecteur moment magnétique du dipôle est dans le même sens que le champ magnétique local. Voilà. Donc en fait, un dipôle aura toujours tendance à s'aligner avec le champ magnétique et dans le même sens ou dans le sens des lignes de champ. Alors une petite application, c'est sans doute une expérience que vous avez déjà vue, c'est très simple, hein, mais ça permet d'éclairer ça. Si vous avez un aimant et que vous projetez ce qui s'appelle de la limaille de fer. Alors la limaille de fer, c'est des petites aiguilles de fer très fines, très nombreuses, et qui ont la forme de vraiment petites aiguilles. Ici on ne voit pas parce qu'il y en a plein, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire quand on les met en contact avec un aimant ou pas loin? Eh bien, bon, certaines vont être attirées par l'aimant, mais surtout elles vont s'aligner avec le champ créé par l'aimant, puisque ces petites aiguilles en fait vont s'aimanter. Le champ créé par l'aimant va être suffisant pour aimanter ces petites aiguilles, et puis elles vont tout simplement ensuite former des petits dipôles magnétiques qui vont adopter la position d'équilibre stable, hein, c'est-à-dire s'aligner avec le champ. Donc vous voyez, localement, toutes ces petites aiguilles sont alignées avec le champ, ce qui permet de cartographier comme ça simplement un champ magnétique et donc de représenter qualitativement au moins les lignes de champ magnétique créées par le petit aimant. Voilà. Alors évidemment, avec ça, on n'a pas le sens, hein, puisqu'on n'a pas la polarité des petites aiguilles, mais enfin, au moins, on a la direction. Alors pour conclure ce chapitre finalement assez court, mais sur lesquels on a introduit la notion principale,
Je vous propose quelque chose d'un peu plus technologique. Et c'est vraiment important que vous regardiez ça parce que l'année prochaine, je suis prêt à parier qu'il y a au moins un tiers d'entre vous qui vont utiliser un moteur pendant leur TIPE. Et parmi les moteurs, il y a des moteurs particulièrement performants et qui deviennent de plus en plus répandus, ce qu'on appelle les moteurs brushless. Les moteurs brushless, en fait, leur principe de fonctionnement est assez simple et on peut les comprendre uniquement avec ce cours-là, avec ce que j'ai exposé dans ce cours-là. Et c'est au contraire une assez belle application. Alors je vous demande d'aller regarder les deux vidéos suivantes attentivement et en fait lisez d'abord les questions puisque le but c'est que vous répondiez vraiment aux questions de 1 à 8 pour voir si vous avez bien compris l'essentiel des vidéos. Alors c'est en anglais mais c'est tout à fait compréhensible donc si vous mettez bien le son il n'y aura pas de problème et vraiment c'est pas de l'anglais c'est pas de l'anglais littéraire, c'est vraiment relativement simple. Voilà, mais elles sont vraiment bien faites ces vidéos. Donc je vous engage à faire ça et puis encore une fois, lundi prochain, on en parle et puis on commente un petit peu ces vidéos-là de manière un peu plus détaillée. Mais ce serait bien que vous les ayez regardées, que vous ayez des avis là-dessus pour qu'on puisse échanger et que ce soit profitable. Voilà pour ce cours, merci de votre attention.